Samori Touré va lutter militairement contre la pénétration française et britannique en Afrique de l'Ouest pendant près de 20 ans et sera considéré comme le dernier grand chef africain noir indépendant et l'un des plus grands résistants à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle. Son arrestation va marquer véritablement la fin de la conquête de l'Afrique de l'Ouest par les colons européens, notamment français. Les origines. Les plus anciens ancêtres de Samori seraient issus de la grande famille ethnique du Manding à l'origine de l'ancien empire du Mali. À la chute de ce grand État africain ancien, une grande partie de ces populations vont migrer un peu partout dans les savanes ouest-africaines. Les grands-parents de Samori seraient donc des descendants malinqués qui vont occuper depuis des lustres la grande région du Wassoulou en Guinée actuelle. Ces derniers, de la religion traditionnelle africaine, dont certains vont adopter l'islam tout en prenant des noms d'origine musulmane, vont y évoluer vivant notamment du commerce de l'élevage et de l'agriculture. Certains membres de ces clans vont prendre le patronyme de Touré qui, malgré des prétentions assez fréquentes, a une origine arabe ou berbère, serait un vieux nom saracolé qui signifierait éléphant, tout en donnant un caractère noble, musulman et commerçant à ces nombreux porteurs répartis dans le monde manding. Ainsi, selon la tradition Fabou Touré, l'ancêtre de Samori aurait été un marabout guérisseur au sein du territoire des Koyanké. L'un des arrière-petits-fils de Fabou Touré, nommé Samorik Bey, va se marier avec une femme du clan des Camara et mettra au monde Lafia Touré, le père de Samori. Sur le plan religieux, il sera initié à la société secrète ou Kiba de la religion traditionnelle et rendra un culte régulier au dieu du terroir. Néanmoins, il aurait fait un peu l'école coranique dans son enfance et se serait peu intéressé à la pratique de l'islam tout en priant par nécessité sociale comme certains de ses compatriotes. Sur le plan matrimonial, il va épouser 5 femmes du clan Camara, dont Massorona Camara, la mère de Samori, considérée comme sa première femme. De cette première union va naître Samori vers 1830 en tant que fils aîné de la famille. La tradition affirme qu'il fut baptisé, conformément à la coutume, du nom de son grand-père Samorik Bey. La mère de Samori n'aurait eu en dehors de lui qu'une fille. Néanmoins, il aura de nombreux autres frères et sœurs qui vont jouer un rôle important dans son histoire, notamment comme guerriers et chefs de guerre. La coutume malinquée ne sépare jamais l'enfant de sa mère avant l'âge de 7 ans. Ainsi, Samori va passer ses premières années dans son village natal, entouré des siens, dans le cocon familial traditionnel. La tradition le décrit comme un garçon serviable à l'égard de ses parents et qui se serait souvent imposé comme chef à ses camarades de jeu. Samori sera confié à l'une de ses tantes maternelles, mariée et vivant dans un autre village. Il passera l'autre partie de son enfance jusqu'au jour où son père va le rappeler définitivement vers l'âge de 12 ans pour le faire subir l'épreuve de la circoncision en compagnie des jeunes garçons de son âge. Quelques années plus tard, il aurait subi la grande initiation de la société secrète du Kiba pour passer au statut d'adulte. Le parcours. Un beau jour, Samori va annoncer à son père ses intentions de partir faire du commerce itinérant tout en demandant son aide financière. Les traditions affirment que le riche Lafia se serait opposé dans un premier temps au désir de son fils aîné et ne cédera finalement que devant son obstination. Pour exercer ce métier de commerçant itinérant, plein de risques, il était souhaitable d'avoir un puissant maître protecteur. Lafia va le confier donc à un de ses amis chefs, grand commerçant de la région, en échange d'un cadeau très honorifique consistant en fusils et en poudre. Le jeune homme, désormais protégé dans une certaine mesure contre les attaques et autres vols, pouvait commencer à circuler en tant que commerçant. Dès lors, Samori va beaucoup et longtemps voyager et se faire connaître en tant que commerçant itinérant sur tous les marchés de sa région et ses environs, se forgeant de solides amitiés qui lui seront utiles plus tard. Il va progressivement faire sa prospérité dans le commerce de la cola, du bétail, du sel, des tissus, des armes en provenance des côtes. Initiation à l'art de la guerre.
Compte tenu des rivalités multiséculaires des tribus entre elles, dans un souci de domination les unes par rapport aux autres, Samori sera initié à l'art de la guerre qui va faire de lui un grand guerrier dans sa contrée. Selon la tradition, son aventure au maniement des armes aurait débuté avec l'enlèvement de sa mère après le raid dans son village par certains éléments du puissant clan des Cissé. Après des démarches d'ordre coutumier pour obtenir la libération de celle-ci, il aurait profité de cette situation pour se mettre au service de ceux-ci tout en apprenant l'art des combats guerriers. Samori va ainsi s'engager dans l'armée des Cissé qu'il va servir pendant environ 5 ans. Le jeune commerçant énergétique et audacieux, mais sans expérience guerrière, va se transformer ainsi en un guerrier renommé et populaire. Il se serait surtout formé aux nouvelles méthodes de combat basées sur l'usage des fusils, des chevaux, d'organisation des groupes de combat, des sièges et autres assauts. Il avait aussi surtout montré qu'il savait, par son caractère, commander les hommes et s'en faire aimer. Les enseignements spirituels de Samori lui permettront de prendre le titre d'Al-Mami, ou guide spirituel musulman des années plus tard, au sommet de sa lutte en tant que combattant de la liberté et défenseur des valeurs culturelles et religieuses de sa contrée envahie par les colons européens. Tout compte fait, Samori va utiliser habilement le titre d'Al-Mami pour chercher à s'allier la sympathie des nombreuses populations malinquées musulmanes, dont la plupart prospéraient dans le commerce et dont leurs apports lui seraient utiles dans sa lutte. A contrario, les Français vont judicieusement utiliser à leur tour ce même titre religieux pour mieux le salir, en le faisant passer pour un chef musulman djihadiste en guerre pour islamiser dans le sang les nombreuses populations plus au sud qui pratiquaient la religion traditionnelle et dont certaines ont été christianisées aux soins des missionnaires européens. Les œuvres. Vers la fin des années 1800, les Français en concurrence sans merci avec les Anglais vont commencer violemment leur expansion en Afrique de l'Ouest à partir de l'Est du Sénégal, dans le but d'atteindre et rallier le Soudan actuel à leur nouvel empire africain. Ils vont aussi chercher dans le même temps à progresser vers le sud et pour relier toutes ces régions sahéliennes à leur base côtière, notamment en Côte d'Ivoire. Tous ces mouvements militaires étrangers vont mettre gravement à mal la vie des populations locales et de leur gouvernance, menaçant gravement les fondements de leur civilisation multisécuritaire. Samori, riche commerçant, formé à l'art des armes, initié traditionnel devenu musulman, convaincu, va accepter avec courage de prendre la tête des combattants de la liberté de sa vaste région natale pour affronter vaillamment les colons français à leur porte. Samori, combattant de la liberté. Samori n'aurait jamais voulu créer un empire en tant que conquérant militaire et religieux, comme le suggéraient les historiens coloniaux pour justifier leur guerre de conquête armée en Afrique. Toute son œuvre consistera à lutter essentiellement contre la colonisation de son peuple par les impérialistes français. Samori et ses compagnons de lutte étaient des combattants de la liberté qui vont se poser en défenseurs de leur culture et de leur peuple contre les envahisseurs étrangers européens qui soumettaient par la force tous les territoires conquis. De plus, l'adoption de l'islam par Samori va rester au fond une stratégie d'unification des diverses populations autour d'un idéal religieux commun, rassembleur, d'autant plus que les religions traditionnelles basées sur les croyances ancestrales propres à chaque tribu et clan apportaient plus de division que d'unité spirituelle. Sans prétention réelle de créer un empire, son mouvement va suivre très exactement dans sa croissance et dans sa chute le destin de son fondateur sans autre réelle prétention dynastique. C'est pourquoi il est caractéristique que son territoire d'influence n'ait jamais eu de véritable nom et pour désigner ce vaste ensemble de pays très variés, aux frontières sans cesse changeantes, les populations le nommaient Samoridougou, ou le pays de Samori, qui va s'étendre sur un territoire actuellement situé dans l'est de la Guinée, le sud-ouest du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais éprouvé le besoin de baptiser les territoires qu'il contrôlait, alors qu'un nom géographique est nécessairement attaché à un territoire et suppose des limites plus ou moins étroites.
La volonté de Samori sera justement d'étendre son système de défense aussi loin que possible par des alliances militaires entre tribus sans réellement déborder, cependant du cadre des ethnies mandingues et musulmanes dont il est issu. Ainsi, il va mettre fin à l'anarchie qui régnait dans sa région natale en canalisant sous son autorité tous les aventuriers dans des activités guerrières dans le but de fondre en un seul état la multitude des petites chefferies qui se combattaient sans cesse depuis des lustres. Ainsi, Samori et ses compagnons ne vont s'en prendre aux autres États locaux déjà organisés de la sous-région que dans le cadre où ces derniers vont soit refuser de s'allier à lui dans son combat ou soit préférer de pactiser avec les colons français. Préparation à la guerre anticoloniale. Samori ne sera qu'un simple leader du peuple que le destin va choisir comme chef d'une population révoltée et prête à défendre son territoire, sa culture et son fructueux commerce sous-régional. C'est pourquoi lui et ses amis fidèles n'auront pas de mal à mobiliser toutes les forces vives de leur région et à mettre en place une armée essentiellement faite de recrues de la vallée du Milo et dotée d'un armement archaïque fait de fusils, de sabres et de chevaux apportés par les uns et les autres dans leurs efforts de guerre contre les envahisseurs européens. De plus, l'expérience et les relations commerciales de Samori au cours de ses nombreux voyages dans toute sa région et même au-delà vont lui être d'une aide très précieuse, lui ouvrant des alliances importantes pour la lutte. Il ne serait pas exclu que lui et ses compagnons auraient pu compter sur les gros marchands de la riche cité de Cancan pour se fournir en armes et il resterait possible qu'ils aient profité de l'aide des caravaniers amis allant jusqu'à Freetown, dominé par les Anglais, rivaux des Français dans la zone. Ainsi, les frontières de protection et de défense de Samori et ses amis vont viser dans un premier temps essentiellement sa région natale et ses environs sans autre prétention de conquête territoriale. Conscients des enjeux des combats à venir, dès 1876, ils vont prendre possession des mines d'or du Bourré et accroître leurs ressources financières afin d'acheter plus d'armes et de chevaux tout en recrutant de plus en plus de jeunes prêts à défendre leur civilisation. Quelque temps plus tard, en pleine montée en puissance de leur organisation dans toutes les cités acquises à leur cause, ils vont s'installer dans la cité de Bissandougou et en faire leur base. Dès 1879, Samori va conclure une importante alliance avec la prospère cité de Cancan. Dès lors, tous ses principaux concurrents dans la région seront peu à peu vaincus et alliés de force à la lutte Kouroussa. À Madina, le clan des Cissé sera conquis. Grâce aux alliances et autres soutiens matériels des diverses populations acquises à sa cause, Samori va mieux stabiliser son organisation de défense armée, incluant un plus grand nombre de combattants devenus pour certains des soldats de métier. Dès lors, pendant qu'il va avoir l'accord des nombreux petits états tribaux qui vont l'entourer, il va manœuvrer aussi sur le plan diplomatique et engager notamment des relations avec les Britanniques en Sierra Leone et tisser des liens avec l'Imamat, Peul du Fouta Djallon, dont il va emprunter l'organisation militaire. Dans les débuts de son mouvement anticolonial et même jusqu'à sa chute, Samori va s'en prendre ouvertement aux populations et autres royaumes qui vont traiter avec la France ou qui vont refuser de s'allier à lui pour combattre les autorités françaises. C'est le cas notamment de l'attaque du royaume fortifié de Sikasso qui va refuser son offre d'alliance et celle de la vieille cité musulmane de Kong qui sera soupçonnée, non sans raison, de pactiser avec la France. La guerre avec la France. Dès 1881, les Français vont proposer à Samori de placer sa zone d'influence sous leur protectorat. Celui-ci va refuser catégoriquement, signant le début des actions militaires françaises contre lui. En effet, les troupes de tirailleurs sénégalais du capitaine Montségur, désormais consolidées dans la région, vont sommer Samori de libérer les tribus désormais placées sous son protectorat tout en essuyant son refus. En réalité, les Français dans leur stratégie d'occupation vont envisager de réaliser une liaison entre la zone Malinké à l'est et leur conquête sur la côte. Cependant, alors que de nombreuses tribus vont baisser les armes, la résistance acharnée de Samori va devenir dès lors un vrai obstacle à leur projet colonial décidé depuis Paris sans tenir compte des réalités du terrain.
Gustave Bornis Desbordes, le commandant des troupes coloniales à Kayes, va estimer que l'honneur de la France aura été bafoué et va alors envisager la lutte armée pour le ramener à l'ordre. Après diverses tractions sans succès, la première confrontation militaire entre les troupes coloniales de tirailleurs sénégalais et les Sofa va avoir lieu à Samaya le 26 février 1882, sanctionnée par un repli des forces françaises face à la vaillance des combattants samoriens. Les pertes vont être lourdes de part et d'autre, mais le retentissement dans la région de cette victoire sur les troupes coloniales sera énorme, au point de galvaniser les populations à continuer la lutte tout en élevant le prestige de Samori et provoquant les ralliements de nombreuses chefferies, ainsi que des prospères commerçants d'Youla, soucieux de protéger leur activité lucrative loin des contraintes et autres impôts de l'administration coloniale. La renommée de celui-ci sera alors telle que même la grande cité de Bamako va envisager de se placer sous la protection. Il faut savoir qu'à cette époque, Bamako sera d'une haute importance stratégique, car permettant de contrôler le fleuve Niger et la voie d'accès vers Tombouctou, enjeu principal des ambitions françaises. Face aux dangers à venir, le commandant Bornis Desbordes va rapidement occuper la ville le 1er février 1883. Un mois plus tard, le 2 avril, les Sofa, menés par Kémé Bréma, le frère de Samori, seront aux prises des tirailleurs sénégalais français qui vont se replier. Malgré quelques petits combats, pendant les années qui vont suivre, chaque camp va chercher à consolider ses bases tout en veillant au grain. Après la guerre, la paix. À court de moyens suffisants pour se battre sur tous les fronts, les autorités françaises vont opter de négocier avec Samori ou d'en faire un allié si possible. Dans cette optique, après les démarches nécessaires, un traité sera signé entre les autorités coloniales et lui le 28 mars 1886 à Kéniéba-Koura, qui va faire du fleuve Niger la frontière entre les possessions françaises et le territoire sous protection des Sofa. Un an plus tard, le 23 mars 1887, dans l'euphorie du calumet de la paix toujours allumé, Samori va accepter de signer le fameux traité de Bissandougou avec le capitaine Gallieni, plaçant pratiquement son territoire sous le protectorat de la France. Profitant de cette aubaine, les Français vont progressivement prendre le contrôle total du fleuve Niger et ainsi couper toutes les routes commerciales vers le Sénégal et le Sahel, asphyxiant dès lors le territoire samorien. S'étant aperçu de son erreur, c'est un Samori désabusé qui va chercher à s'ouvrir des espaces hors de portée des Français vers l'Est, à travers notamment une alliance avec le royaume de Sikasso et sa gigantesque forteresse. En effet, cette signature se serait faite sur un malentendu autour de la notion de protectorat, car habitué à traiter en bonne intelligence avec les Anglais qui maintenaient les chefferies et privilégiaient le commerce dans leur zone selon le système dit indirect rule, Samori n'aurait pas mesuré la volonté française d'établir une domination totale tout en supprimant les autorités traditionnelles en place depuis des lustres. Le contrat de dupe de Bissandougou va pousser les Sofa et leurs chefs à se diriger vers les terres plus à l'est, afin d'y asseoir certainement une nouvelle souveraineté capable de rivaliser à nouveau avec la France. Ainsi, en avril 1887, Samori va entreprendre le siège de Sikasso sans succès et perdre de nombreux soldats, y compris son frère. Pendant ce temps, les colons français vont chercher à diviser pour mieux régner en suscitant des troubles à l'intérieur des territoires samoriens. Conscients que la France serait à la manœuvre pour les évincer définitivement de leurs terres, ils vont s'orienter vers le fleuve Niger pour y mettre certaines voies sous leur contrôle, tout en s'attaquant aux garnisons françaises déjà présentes sur les lieux. Dans la perspective de nouvelles confrontations directes, sanglantes entre les deux armées, mettant à mal le traité de dupe de Bissandougou, de nouvelles négociations vont donc être envisagées entre les deux parties. Ainsi sera désigné le traité de Niako, le 21 février 1889, mettant de nouvelles fins aux hostilités. Quelques mois seulement après la signature de cet accord, les Français, forts de leur importante victoire sur les régions tout couleur, vont violer sciemment le traité de Niako le 10 mars 1891 par de nouvelles opérations militaires dans le but d'en finir avec les Sofa et leurs chefs.
Profitant de cette situation, la propagande coloniale de guerre, faisant de Samori un chef militaire djihadiste sanguinaire, surarmé à la tête de milliers de guerriers et cavaliers pratiquant le razzia et l'esclavage. En décembre 1891, le lieutenant-colonel Humbert et ses tirailleurs sénégalais vont se lancer à l'attaque de la base des Samoriens. Une mobilisation exceptionnelle des populations pour soutenir leurs combattants va leur permettre de se défendre farouchement contre les assaillants lourdement armés. Malgré tous ces efforts, les puissants canons vont avoir raison des fusils et le 12 janvier 1892, les troupes françaises vont occuper la capitale samorienne dont les Sofas et leurs chefs vont évacuer les lieux. Au début de 1894, Samori et les Sofas seront signalés dans le nord de la Côte d'Ivoire à la recherche d'alliances dans la région de Kong et Bouna. Informés des démarches du chef Sofa dans la zone, les autorités coloniales vont prendre conscience de la menace que va faire peser Samori sur tout le nord de la Côte d'Ivoire. Une colonne armée sera formée sur l'initiative de Banger Deveni. Partie en novembre 1894, la colonne va rencontrer de grosses difficultés en traversant difficilement le pays baoulé en état de résistance. Monteil et ses tirailleurs sénégalais, français, ne vont toutefois pas réussir à chasser les Sofas et à rebrousser chemin à Bouaké, sous la menace permanente d'attaques en guérilla. L'échec de cette opération française va grandir le prestige de Samori dans la zone. Face à la montée en puissance de Samori, les Français vont essayer d'entrer en négociation avec lui, du moins sans succès, afin de le convaincre d'accepter de se cantonner dans une région précise sans toucher à leur territoire sous protectorat. Quelques mois plus tard, ce sera la cité de Bouma qui va recevoir la visite des guerriers samoriens en novembre 1896. Incapables de recevoir du soutien en armes et en chevaux, les Sofas vont piller la cité en mai 1897 et faire fuir sa dernière population vers d'autres horizons. Le capitaine Brolo et ses tirailleurs sénégalais, envoyés pour négocier avec eux afin de libérer la cité, seront massacrés en août 1897. Ce massacre de la mission Brolo va dès lors prendre des mesures draconiennes contre Samori. 2 mois plus tard, avec l'aide des troupes anglaises de la Gold Coast, mises en alerte par les succès de Samori dans la zone, les autorités françaises vont pouvoir y prendre pied après leur retrait. La forte mobilisation et la pression française va obliger Samori à évacuer ses bases vers l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Arrestation de Samori. Évitant des combats qui lui auraient été fatals du fait de la supériorité militaire de l'adversaire, Samori va chercher à entrer dans la clandestinité en se repliant dans les forêts des montagnes de l'ouest ivoirien où il sera fait prisonnier. Plusieurs versions sur l'arrestation de Samori auraient circulé dans l'opinion publique. Selon la version officielle, il aurait été pris par surprise au petit matin du 29 septembre 1898 à Guélémou sur renseignement d'un Sofa déserteur. Sentence, exil et mort. Transféré à Cayès puis à Saint-Louis, Samori sera condamné sans véritable jugement à travers la lecture d'une simple laconique sentence à un exil au Gabon et isolé dans une petite île. Samori y mourra 2 ans plus tard, le 2 juin 1900, d'une pneumonie. Pour conclure, de façon générale, Samori fut sans doute l'adversaire le plus redoutable que les Français eurent à affronter en Afrique de l'Ouest en tant que l'un des grands héros de la résistance africaine à l'expansion coloniale. En tant que combattant de la liberté de l'Afrique, Samori va devenir une figure du panafricanisme contre la menace néocoloniale occidentale.